Sandrine. Bonjour François. Eh bien, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, figure-toi qu'Anne-Marie m'a donné cette photo. Un demi-siècle s'est écoulé depuis qu'elle a été prise. Et ce qui m'impressionne, c'est que certains parmi tes étudiants n'hésitent pas à te suivre durant une trentaine d'années. Comment expliques-tu ce phénomène? C'est tout simplement la passion de la connaissance et de la conscience, Dean. C'est elle qui nous unit et qui nous nourrit. À présent, avec mes anciens, il s'agit moins de cours que de partage. Et c'est ensemble que nous avons écrit notre dernier livre en date. Oui, Nos vies d'astrologue. Vous y présentez la bioastrologie à plusieurs. La bioastrologie repose sur 3 piliers. L'astrologie occidentale, l'astrologie chinoise et les mémoires qui circulent dans le clan. 4 piliers, Dean. Le 4e étant la synthèse des 3 piliers que tu viens de nommer. Tout d'abord, il y a l'enseignement de l'astrologie occidentale. L'astrologie occidentale selon la méthode globale? Oui, plusieurs chemins donnent accès à la connaissance de l'astrologie occidentale. 2 de ces chemins me paraissent plus praticables et plus éclairés que les autres. Ce sont la méthode globale de Claire Santagostini et l'astrologie des motivations de José Lugol. Alors, si tu veux bien, nous allons considérer les piliers de la bioastrologie un par un, en commençant par l'astrologie globale. Au fait, dis-moi François, pourquoi cette série d'entretiens? Pour laisser quelque chose de clean derrière moi. Dis donc, ta déclaration ressemble à un testament. Pourtant, tu es bien présent sur le terrain. Rassure-moi, tu enseignes toujours. Tu donnes toujours des consultations. Oui, Dean, je suis toujours bien présent sur le terrain, je donne des consultations et des cours. Par ailleurs, au cours de plus d'un demi-siècle d'exercice, j'ai fait quelques petites découvertes qui peuvent servir à d'autres, d'où cette série d'entretiens. Ah, d'accord, je comprends ta démarche. Alors, qu'est-ce que Claire Santagostini a apporté exactement? Elle a apporté une méthode permettant d'accéder à la synthèse du thème. Avant Claire Santagostini, la plupart des astrologues s'efforçaient d'interpréter les planètes dans les maisons, les planètes dans les signes et les aspects entre planètes. C'est ce que l'on appelait les groupes par 2. Oui. Pratiquement tous les manuels sont construits sur la signification d'un astre, dans une maison et dans un signe. Quelle incidence peut avoir Jupiter dans ta vie, s'il occupe la maison 1, ou la 2, ou la 3? Quelle incidence peut-il avoir s'il se trouve dans le signe du Bélier, au moment de ta naissance, ou bien en Taureau, ou bien en Gémeaux? Tu poses la bonne question. Le problème étant, tu le sais, que les groupes par 2 donnent des significations éparses, décousues, sans synthèse, quelquefois vraies et souvent fausses. Je le sais, mais je vais te demander un exemple. Nous parlions de Jupiter. Sais-tu ce que Jupiter est censé représenter quand il occupe la maison 2 de l'argent, par exemple? Cela signifie que la personne est très riche ou bien appelée à le devenir. D'accord. Eh bien, figure-toi que dans le thème astral de Donald Trump, Jupiter est bien placé en maison 2. Le vois-tu? Il est désigné par une grosse flèche bleue. Jupiter est en maison 2 et proche de la pointe de la 3. Ça tombe bien, Donald Trump est multimilliardaire. Cela tombe très bien, sauf que je suis né moi-même à l'instant où Jupiter, en Sagittaire, est en conjonction de la pointe de ma maison 2. Eh bien, je fais partie de la classe moyenne, je n'ai rien d'un milliardaire. Ton exemple est bon, mais j'aimerais un autre exemple. Un exemple de personnages connus, qui sont nés sous des configurations semblables, et pourtant qui auraient des vies très différentes. Bien sûr, Claire Santagostini s'en est chargée elle-même dans son livre phare, L'horoscopie cartésienne. Regarde les cartes du ciel A et B. Tu constates que les 3 mêmes astres occupent la même maison, la 8, dans le même signe, le Bélier. D'accord? Je reconnais les astres dont tu fais mention. Il y a Uranus, dont le symbole graphique ressemble à un H, Pluton,
une espèce de V sur un trait horizontal qui surplombe un petit globe. Saturne enfin, relié par un trait rouge au chiffre 3. Nous sommes d'accord. Ces trois astres occupent le même signe, le Bélier, et sont pratiquement au même degré. Demande à quiconque connaît un tant soit peu l'astrologie ce que signifie la maison 8. Que répondra-t-il? La maison 8 gouverne plusieurs sortes de choses. La mort, les états de crise, les grandes transformations et régénérations, les héritages. C'est bien ça. Donc, logiquement, ces deux personnes doivent connaître à peu près la même fin de vie, étant donné qu'elles ont les mêmes astres en même secteur de décès, non? Oui, forcément. Au fait, quel style de mort, François? Les auteurs qui traitent les groupes par deux font mention d'un décès dans des conditions difficiles et douloureuses, voire d'une mort prématurée, avec Saturne, Uranus et Pluton en maison 8. François, ces deux personnes sont nées en 1850 et 1851, donc elles sont décédées depuis longtemps. Sont-elles parties toutes les deux de l'autre côté de la même manière, avec beaucoup de souffrance? Justement non, Dean. Et c'est là où Claire Sant'Agostini veut en venir dans son horoscopie cartésienne. Je cite « Le thème est celui de Guy de Maupassant, né à Tourville-sur-Arc le 5 août 1850 à 8 heures, qui a eu en effet une mort fort pénible et même dramatique puisqu'il est mort en clinique de paralysie générale après de longues souffrances physiques et morales. Le thème B est celui du musicien Vincent d'Indy, né à Paris le 27 mars 1851 à 17h30. Or, Vincent d'Indy est mort chez lui, sans souffrance, à 81 ans, à sa table de travail, en pleine euphorie de création musicale. Ah oui, c'est un coup dur pour l'astrologie. Non, coup dur seulement pour les groupes par deux. Pourquoi les trois mêmes astres placés dans le même signe et dans la même maison fonctionnent-ils comme prévu dans le destin de Maupassant et pas du tout comme prévu dans le thème de Vincent d'Indy? Eh bien, parce que la synthèse centrale des deux thèmes n'est pas la même. Exactement. Il faut lire horoscopie cartésienne ainsi que l'astrologie du débutant. Et aussi astrologie et éducation, à mon avis, ce sont les trois meilleurs livres de Claire Sant'Agostini. Et surtout, se former dès le départ des études à l'astrologie selon la méthode globale. C'est ça qui est bon. Claire Sant'Agostini appliquait aussi le globalisme aux aspects entre planètes et combattait les groupes par deux. Effectivement, elle trouvait que les auteurs des manuels supposés donner des significations des aspects commettaient beaucoup d'erreurs. Elle rejetait la notion de bon et de mauvais aspect, car, forte des centaines de thèmes d'enfants dont elle avait la charge et qu'elle avait étudiés avec soin, car il ne faut pas oublier qu'elle était directrice honoraire de collège, elle avait constaté que dans certains contextes, quelques aspects dits mauvais pouvaient être bons et, inversement, que certains aspects dits bénéfiques pouvaient avoir des effets négatifs. Étant donné que tu vas me demander un exemple, je te prie de bien vouloir regarder les cartes du ciel de Madame Élie et de Madame Ganudive. Toutes deux sont venues au monde sous une opposition Lune-Vénus-Neptune. Vois le trait épais de couleur rouge qui relie le trident de Neptune, le croissant de la Lune, et le rond qui, surmontant une croix, symbolise Vénus dans les deux thèmes. Neptune étant l'expression astrale du besoin de dépaysement, d'évasion, de désengagement, de rêve, de fugue, et l'opposition Lune-Vénus symbolisant une double féminité faisant appel à une double masculinité, cette configuration est censée correspondre à une vie sentimentale décousue et compliquée, ainsi qu'à la quasi-impossibilité de jeter l'ancre sur le plan affectif. Et cela aussi bien pour Madame Élie que pour Madame Ganudive, puisqu'elles ont la même configuration dans leur thème astral. Exactement. Or, c'est bien ce qu'a vécu Madame Élie jusqu'à ce qu'elle rencontre le grand amour à l'âge de 64 ans.
comme elle l'écrit dans Nos vies d'astrologue. Elle témoigne. Et Madame Ganudive? Madame Ganudive s'est mariée jeune, elle n'a donné aucun coup de canif au contrat et n'a pas du tout l'intention d'en donner, car son bonhomme lui suffit. L'on dirait que la méthode globale permet d'éviter bien des erreurs. Hein. Et comment? Pour moi, elle est incontournable. À part toi, qui enseigne le globalisme astrologique? Il y a eu Régine Ruet, formée elle-même par Claire Sant'Agostini et par André Barbeau. Régine était et est toujours une excellente astrologue, à qui je dois beaucoup et même plus. Malheureusement, elle a cessé d'exercer en 2013. Alors, pourquoi la citer, puisqu'elle n'exerce plus? Tout simplement pour lui rendre hommage, Dean. Par ailleurs, plusieurs parmi mes anciens sont en mesure de transmettre. Leurs noms, leurs articles et leurs coordonnées figurent dans Nos vies d'astrologue. Ensuite, toujours en ce qui concerne le pilier astrologie occidentale, il y a eu l'enseignement de José Lugol. Oui, génial, dans un style extrêmement différent. Elle n'avait pas son pareil pour mettre à jour les contenus de l'inconscient. Elle s'est attachée à nous faire ressentir notre thème astral. Il vit en nous, disait-elle. Comment ressens-tu ta conjonction Soleil-Mars-Pluton en Lion et en maison 8 en dissonance de la Lune? Demande-t-elle un jour à une étudiante qui se plaignait des effets de cette configuration. T'es-tu demandé pourquoi tu es né avec cet aspect-là dans ton thème? Qu'est-ce qui fait appel en toi à autant de situations, de rivalité, d'orgueil, de violence, de rapport de force avec l'homme? Cette configuration, c'est toi, c'est ta nature, ta vie. Pourquoi l'as-tu prise? Est-ce que tu prends conscience de tes affaires? Pourquoi l'as-tu prise? Ça, c'est intéressant et nouveau. Oui, je crois que personne ne s'est demandé, avant qu'elle n'en parle, pourquoi nous avons pris telle sorte de configuration astrale avant de naître, ni comment nous la ressentons et la vivons, ni ce que nous en faisons. Claire Sant'Agostini a apporté la méthode globale. Et qu'a apporté José? Le globalisme aussi, mais conçu autrement, à savoir que ce qui est à l'extérieur de nous est comme ce qui est à l'intérieur de notre être, que les configurations du thème sont les expressions astrales de notre psychisme, de notre karma, de notre inconscient et de notre destin tout à la fois, et que, au point le plus bas de notre nadir personnel, nos motivations prénatales initialisent notre destin. D'où le terme d'astrologie des profondeurs. Voilà, il s'agit des profondeurs de notre nadir personnel. Je comprends. Mais aurais-tu un exemple concret, s'il te plaît? Si tu veux. Reprenons le thème de Donald Trump. Encore lui, c'est un personnage très significatif. Il est né alors que la Lune est à l'opposé d'Uranus dans son thème. Ce qui signifie? Ce qui implique une crispation face à sa sensibilité, une brutalisation de ses affects, et par conséquent des affects des autres. Or, quand il prête serment, qu'est-ce qui se passe? Nombre d'Américaines sont dans la rue et protestent. Apparemment, il n'y a pas de rapport entre les manifestations de rue des femmes et le fait que le natif se défende contre ses affects et s'insensibilise. Si? Pour l'astrologie des profondeurs de José, non seulement il y a un rapport, mais tout est lié. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Le sujet se barricadant contre son émotivité féminine, les femmes élèvent des barricades dans la rue au moment de son intronisation. C'est une image et une façon de parler. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour accomplir le miracle d'une seule chose, est-il écrit sur la table d'émeraude. Autrement dit, ce qui est en bas, sur la terre, le resserrement de Donald Trump face à ses affects, est comme ce qui est en haut, c'est-à-dire comme l'opposition Uranus-Lune dans le ciel. José avait le langage des initiés. Observe le ciel de ta naissance et tu verras qui tu es. Et au nom de quelle motivation, pour parler comme José, neutraliserait-il ses affects?
Sans doute pour régner sans partage, pour être le seul à décider. À mon avis. Regarde, l'ascendant est en conjonction de Mars en Lion. La quarte de feu et la quarte d'été sont pleines de planètes. Uranus culmine en conjonction du Soleil. Être affectif d'une part et imposer sa volonté à tous et à toutes d'autre part est incompatible. Alors, pour accomplir sa volonté, il stérilise ses affects. Pour lui, la sensibilité de l'autre n'existe pas plus que la sienne. Alors il la gomme aussi. Si José était encore de ce monde et que Donald Trump veuille la consulter, on a le droit de l'imaginer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle lui dirait? Il faudrait savoir dans quel but il consulterait, en supposant qu'il consulte, pour se connaître et se comprendre. Elle lui détaillerait ce que je viens de t'expliquer, et telle que je la connais, elle finirait par lui dire « Des milliers de femmes défilent contre vous et protestent. Cela ne vous suffit pas pour comprendre que vous rejetez vos affects. Que vous faut-il de plus comme révélateur, Donald ?» Ah oui, ça laisse rêveur. L'astrologie vue comme ça, c'est du lourd.